Bonjour à toutes et à tous. Je suis très plus que ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Pour qui c'est le premier volcan? Vous allez voir, c'est génial. Le deuxième? Moi, c'est mon deuxième. Troisième? Quatrième? Il y a des fans de la première heure? Ouais, c'est cool. Énorme merci du coup aux organisateurs, aux organisatrices, aux sponsors, aux bénévoles, aux participants et participantes. Qui est-ce que j'ai oublié? Personne, j'espère. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être là, parce que c'est vous qui faites battre le petit cœur de l'IT dans vos missions au quotidien, mais aussi en venant à ce genre d'événements, les conférences, les meet-up, et c'est très cool. Moi, je suis Fanny Cloak, accompagnatrice agile et DevOps chez Appseed. J'ai cru voir, ils sont très discrets, ils sont en polo orange fluo, qu'on était pas mal aujourd'hui. Donc voilà, venez nous parler si vous êtes intéressés. Et je suis aussi la co-créatrice de TADX, Tour Agile et DevOps Expérience, qu'on a co-créé avec Stéphane Philippard dans la deuxième plus belle ville de France, Tours, après Clermont-Ferrand, bien entendu. Et merci à Christophe particulièrement de m'avoir invité. Et je voudrais du coup profiter de ce petit temps pour mettre la lumière sur vous, développeurs et développeuses. Oh, il y en a dans la salle? Ouf. Bon, pour les trois là, c'est pour vous. Pour ça, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps, qu'on se pose un peu. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, de prendre le temps? Ouais? En famille, entre amis, ça c'est plutôt facile. Et au boulot, prendre le temps de bien faire les choses, de se poser, de les réfléchir. Ouais, c'est facile. C'est pour ça que la plupart de mes missions, j'arrive, c'est le feu. Il y a des régressions en production. Il faut faire tout très vite. Bon, là, je vous propose qu'on prenne le temps. Parce que prendre le temps, c'est un truc qu'on nous donne gratuitement dès l'école primaire. Jean de La Fontaine, le lièvre et la tortue, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est gratos. Pourquoi on ne le retient pas? Et pourquoi on ne le fait pas en entreprise, aujourd'hui, de manière systématique pour bien faire les choses? Parce qu'on a des biais, sachez-le. Prendre le temps aujourd'hui, c'est vu comme perdre le temps. La preuve, j'ai demandé à un moteur de recherche de m'afficher la photo d'une personne qui prenait le temps de faire quelque chose. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a un manque de vivacité, très clairement, dans la photo. On ne sait même pas si finalement la personne fait quelque chose, alors que prendre le temps de faire quelque chose, c'est de la faire et d'aboutir à quelque chose. Donc on est biaisé, et aujourd'hui, c'est la course à la productivité. Ça commence en école primaire d'ailleurs, la course au bon point, les bonnes notes. Alors il n'y a plus de notes, les très bonnes maîtrises, les pastilles vertes, les smileys qui sourient. En entreprise, c'est la course aux parts de marché contre les concurrents. Et nous, dans notre domaine de développement, c'est le nombre de fonctionnalités qu'on va devoir livrer avant la fin du sprint. Donc très clairement, on ne prend pas assez le temps de faire les choses. J'ai essayé quand même de voir si on pouvait associer le principe de lenteur, de prendre les choses, de se poser, à un critère de succès et de performance. J'ai trouvé qu'un seul exemple sur Internet. C'est un record de lenteur. Et si vous en avez d'autres, je suis preneuse. On n'aime clairement pas ça, prendre son temps, en vrai. Carl Honoré, dans Éloge de la lenteur, alors je ne sais pas si c'est une lecture que je vous conseille, parce que c'est un... En tout cas, il y a un fil rouge super intéressant. C'est que, pour lui, on privilégie tout le temps la quantité à la qualité, et ce, dans tous les domaines. C'est-à-dire que même dans l'environnement familial, même pour ceux qui sont dans l'environnement associatif, et encore plus en entreprise, en fait, on en est là à faire toujours plus vite. Quand on se tourne vers certains philosophes, pourtant, c'est clairement indiqué que on aurait besoin de se poser un petit peu plus pour que les choses aboutissent, pour qu'elles deviennent pérennes, pour qu'elles aient un sens, de la valeur. Et même nous, très clairement, quand on développe quelque chose, si on veut que ce soit la solution qui soit retenue, reconnue et utilisée par notre client final, il va falloir peut-être y passer un temps suffisant. Et ce qui a fait le plus déclic en moi, c'est cette phrase de Milan Kundera, qui est un romancier, et qui dit « Le degré de la lenteur est directement proportionnel à l'intensité de la mémoire. »
Là où à l'inverse, le degré de la vitesse est directement proportionnel à l'intensité de l'oubli. Donc plus vous allez passer du temps sur quelque chose, plus vous allez le bichonner, plus vous allez le répéter. Et il y a cette idée que ça aura encore plus de valeur. Donc apprenons à prendre le temps. Vous connaissez cet exercice? On en voit passer pas mal sur le réseau depuis un petit moment. On demande à un artiste de dessiner une figure, en l'occurrence ici je crois que c'est un dragon, en 10 minutes, 1 minute puis 10 secondes. La première figure, avec mes critères complètement subjectifs de qualité, je trouve, en tant que Fanny, que c'est le plus abouti, c'est celui qui a le plus de détails. Il y a même des ombres, tout ça, bref, c'est celui qui me plaît le plus. Donc en tant que cliente de ce dessin, je suis ultra satisfaite de la version 10 minutes. J'estime qu'on a passé suffisamment de temps pour le dessiner. Comment ça peut faire écho à ce qu'on fait au quotidien? C'est par exemple quand on me demande de développer une fonctionnalité, que dans ma petite tête, par expérience, je dis « Ouh là là, il faudra bien 1 semaine et demie pour le faire », et qu'on m'annonce que j'ai 3 semaines pour le faire. Ok, il y a des aléas, il y a des petits risques, mais j'estime que j'aurai suffisamment de temps pour bien prendre le temps à chaque étape, conception, analyse, développement, test, pour aller jusqu'au bout. Et pas me presser ridiculement dès le départ. La version d'1 minute, là on n'a pas du tout eu le temps de bien faire les choses. Là c'est quoi? C'est quand on vient vous voir sur une fonctionnalité que vous avez déjà commencée depuis 1 semaine, qui est censée en durer 2, et où on vient vous voir et vous dire Fanny, désolée, là pour cette fonctionnalité-là, le client il a revu tous les contrats d'interface, il faut tout refaire ce qu'on a déjà fait, et il faut finir le reste, mais on n'a pas réussi à négocier la date butoir. Ok, je t'annonce qu'on n'aura carrément pas assez de temps pour offrir un joli dragon à notre client. Et spoiler alert, c'est la qualité qui va sauter en premier, donc soit les tests, soit la documentation, soit la formation, etc. Et les 10 secondes? Non mais c'est juste pas possible. Et on a ce genre de demande de non-sens au quotidien. C'est par exemple, Fanny, demain c'est l'anniversaire du DSI. Donc la fonctionnalité qu'on a demandée pour dans 2 semaines, est-ce qu'on ne peut pas la livrer demain matin? C'est ultra tiré par les cheveux, je ne l'ai jamais eu cet exemple. Mais on a déjà eu des demandes de non-sens illogiques et qui en plus avaient plus des risques de pulvériser le produit final plutôt que de l'améliorer. Là, on n'a carrément pas le temps. D'ailleurs, ce n'est pas un dragon ce qu'on a là, c'est une chaussette qui ressemble à une licorne. Donc le client ne va pas être satisfait. Donc prendre le temps, c'est quoi? C'est regarder des problématiques sous tous les angles. Et c'est très important pour se lancer dans un nouveau produit, un nouveau projet. C'est faire des choix selon un maximum de critères. On peut prendre des mauvaises décisions parce qu'on s'est basé sur des mauvais critères. C'est pas grave, il faut juste prendre le temps de balayer un maximum de critères quand on prend nos décisions, que ce soit fonctionnel, architectural, technique, peu importe. C'est aussi prendre le temps d'apprendre et de se former. Parce qu'en apprenant nous, en tant qu'individu ou en tant qu'équipe, on va améliorer le produit aussi. C'est s'ouvrir à l'avis des autres. C'est de ne pas rester avec nos œillères, persuadés dès le départ qu'on a raison et que notre solution sera géniale. C'est prendre de l'information autour. Et c'est aussi prendre le temps d'innover, de tester, d'échouer, d'apprendre. Et ça, on n'aime pas trop ça en entreprise. Mais moi, c'est mon boulot, de sortir la tête de l'eau et de faire comprendre qu'il faut prendre le temps avec les équipes, pas moi toute seule. À l'inverse, ne pas prendre le temps, c'est possiblement frustrer les équipes et les individus de votre équipe. Faire toujours la même chose, sans apprendre, sans tester, sans avoir la légitimité de proposer des choses, vous allez perdre des gens dans votre équipe. C'est prendre les décisions, certes, qui semblent des bonnes décisions, mais sur des mauvais critères, parce que pas assez ouvert. C'est de ne pas capitaliser non plus, parce que du coup on n'a pas le temps, dès qu'on a fini une fonctionnalité, il faut passer à l'autre. Et puis, c'est rester en silo. C'est vachement plus rapide de bosser tout seul. Avec les autres, ça nous ralentit. Il faut vraiment noter les intonations un petit peu... voilà, c'est pas pour de vrai, ce que je dis. Il faut parler aux gens. Et c'est continuer de faire comme on a toujours fait. Donc, apprenons à prendre du temps. Prendre le temps de faire quoi, du coup? Ce que je vous propose, c'est de prendre le temps de se parler.
Oh, j'aime pas parler aux gens. Je préfère rester seule dans mon coin. Allez, courage. Qui travaille vraiment tout seul dans son coin, sans avoir à rendre de compte à personne et sans avoir à poser de questions pour s'aligner? Ça peut encore exister. Hein. Sauf que majoritairement, en vrai, pour ceux qui ne voient pas, vous êtes 2. Majoritairement aujourd'hui, pour travailler sur des produits, on travaille plutôt en mode collaboratif, en mode collectif. Il y a une notion d'équipe, il y a une notion de on n'est pas tout seul dans son coin. Et donc, pour travailler en mode collaboratif, il va falloir quoi? Il va falloir communiquer. Et c'est quoi la communication? Moi, j'aime bien dire que c'est nous assurer de certaines choses auprès de l'équipe et nous rassurer, nous, en tant que personnes, dans cette équipe. Donc, il y a une idée un peu collective, bien entendu, on va s'ouvrir, et il y a une idée aussi très personnelle, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Des petits synonymes, et vous verrez qu'en fait, vous checkez déjà tout ce que je vais vous dire. Communiquer, c'est reformuler avec quelqu'un qui nous fait une demande pour être sûr qu'on a bien compris le besoin. C'est questionner, c'est-à-dire préciser les choses. Des fois, on a un besoin qui tient sur 2 lignes, c'est un peu compliqué d'évoquer un produit final. C'est exprimer ses doutes ou ses points de désaccord, parce que c'est très bien de ne pas être d'accord. Ça challenge un petit peu les choses. C'est signaler tout risque qui peut venir, parce qu'on a de l'expérience, on a déjà peut-être vécu la même situation et on veut prévenir que si on choisit tel type d'archi, on va se prendre un mur à un moment donné. C'est faire part des évolutions du produit. Pour tous ceux qui font des revues avec des clients, ils se rendent compte de l'importance du feedback. Et faire part de toutes ces nouveautés, vous savez que ça a un impact. Quand on voit quelque chose qui est réalisé, ça nous fait penser à d'autres idées. Et c'est très précieux. C'est aussi apprendre des choses, donc prendre pour soi, personnellement, et puis transmettre, donner à l'autre ou aux autres. À l'inverse, ne pas communiquer, c'est de la rétention d'informations. Et autant la communication, je vous promets que ça va vous aider dans n'importe quelle situation, autant la rétention d'informations, je vous promets que vous allez vous prendre des murs si vous cachez, dissimulez ou taisez certaines choses. Parce que c'est ça mon boulot, c'est de faire s'apprendre à communiquer les gens. 2 styles de rétention d'informations qu'on peut avoir. Celle qui n'est pas voulue, c'est un client qui va vous dire « Oh, dans la spécification, page 168, j'ai oublié de te dire ça ». Ça peut être la couleur d'un bouton et dans ce cas-là, ok, pas d'impact. Ça peut avoir au contraire un énorme impact si c'est « Ah oui, j'ai mis que c'était accessible par 200 utilisateurs simultanés. En fait, je voulais dire 200 000. Et là, va peut-être falloir repenser l'architecture qu'on a mis en place. » Donc ça peut avoir un impact énorme sur le produit et l'équipe. Et puis il y a la rétention d'informations qui, elle, est volontaire. Et là, on rentre dans des jeux de pouvoir. J'ai accès à l'information, il n'y a que moi qui sais faire ça, je suis un être terriblement précieux pour ma boîte. Et là, on parle de quoi? On parle des super-héros et des gatekeepers. 2 personas avec lesquels je travaille pour que justement il n'y ait plus ce goulot d'étranglement dans la vie de l'équipe. Le super-héros, c'est qui? C'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps dans la boîte, qui maîtrise les process, qui a tout vu, tout fait, et qui, quand il part en vacances, comme il n'a rien documenté, qu'il a tout en tête, la vie de l'équipe, voire de l'entreprise, s'arrête. On attend qu'il revienne. Et quand il revient, qu'est-ce qui se passe? La petite cape de super-héros, il sauve le monde. Le gatekeeper, c'est aussi un goulot d'étranglement, mais lui, c'est son poste qui le veut. C'est-à-dire qu'en plus, il est rendu légitime par ça. Il va avoir un rôle où, en gros, si vous voulez avoir accès à quelque chose, si vous voulez proposer quelque chose, c'est lui qui va avoir le droit de dire oui ou non. Et il sait que c'est lui qui va pouvoir dire oui ou non. Et il en joue. Donc tout ça, c'est ultra négatif pour un travail en mode collaboratif. Et il faut éviter du coup d'avoir ce type de rôle dans les équipes. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'équipe, il va y avoir une certaine démotivation à travailler avec ce genre de persona. Donc en plus de faire perdre du temps et de l'argent à l'entreprise, l'équipe va perdre en motivation. Du coup, c'est l'équipe qui, la première, va vouloir naviguer vers d'autres horizons, quitter l'entreprise et deviner qui va rester confortable dans son rôle, le super-héros et le gatekeeper. Donc, pour tous vos projets en équipe, il faut vraiment
communiquer, communiquer, communiquer. Comment on communique? Mireille Bonneau, ma professeure de communication en MIAGE, si tu me regardes. Pour communiquer, il faut un émetteur, un message, un récepteur. Jusque-là, tout va bien? Si je n'ai pas d'émetteur, je n'ai pas de message. OK. Si je n'ai pas de message, je suis émettrice, vous êtes récepteur, on va se regarder très très longtemps comme ça. Si je n'ai pas de récepteur, je vais parler, je vais me défouler. Mais qu'est-ce qui va se passer? Rien. Donc, il y a un objectif quand on veut donner un message. Donc, il y a peut-être une intention à mettre dans les messages qu'on transmet pour atteindre cet objectif. OK. Donc, on va parler d'encodage des messages et de décodage. Voyons un petit exemple. Je suis en train de review le code d'un de mes développeurs dans mon équipe. Et je pense qu'il est nul. On a le droit de penser ce qu'on veut. Aucun jugement. Et on l'a tous plus ou moins pensé à un moment donné dans notre vie. C'est pas ça le problème. Ça va être de comment je vais transmettre ce message. Il est tard, ça fait 8 fois que je lis son code. Mon intention, c'est de lui dire, mais qu'est-ce qu'il est nul. Dans ce cas-là, ne vous cassez pas la tête. Pas d'encodage. Dites-lui, tu es nul. OK? Comment le récepteur va pouvoir le décoder? Ouais, très probablement, elle pense que je suis nulle si elle dit ça. Donc là, aucun effort de communication. On a juste transmis, sans filtre, ce qu'on avait en tête au développeur. Oui, mais c'est quoi l'impact? Le développeur, il ne va plus vouloir travailler avec moi. Je vais le perdre. Puis ça, si ça se trouve, le pauvre, c'est sa première mission, il va se faire une idée des gens qui reviewent le code. Enfin, ça va être horrible. Bref, ce n'est pas quelque chose à faire. Alors que si je faisais un petit effort de communication, je pense toujours qu'il est nul. Ça, il n'y a pas de souci, j'ai le droit. Mais que mon intention, c'est, je ne veux pas l'atteindre lui. Je vois bien, je sais bien que je vais le vexer et qu'il va vouloir partir si je lui dis qu'il est nul comme ça. Par contre, je veux quand même lui faire comprendre que son code... dans ce cas-là, je fais un mini-encodage et mon message devient « ton code est nul ». Complètement différent. C'est mieux ou pas? Comment peut le décoder le développeur? Mais ce code, c'est moi qui l'ai fait. Donc en le critiquant, c'est moi qu'elle critique. OK, donc, elle pense que je suis nulle. Mince, on a loupé un truc là. Peut-être que je n'ai pas suffisamment encodé mon message pour atteindre mon objectif et faire l'impact que je veux pour un travail collectif. OK. La communication, c'est magique. C'est dans les deux sens, action-réaction. Quand vous êtes ce développeur, parce que j'ai été ce développeur, il y a un truc sensationnel qui s'appelle le feedback. Et on a le droit de dire « Oh, c'est pas très très gentil ce que tu dis. Est-ce que ton but, c'est que je parte de l'équipe ?» Ah ouais, non. On prend en compte le feedback et on va essayer d'encoder proprement les choses. Et maintenant, je vais vous donner une solution possible, celle que je pratique au quotidien en tout cas. Je pense toujours qu'il est nul. Mais mon intention, c'est que ce que je vis là et que moi, en tant que reviewer, je vis mal, il est hors de question que je le revive éternellement avec ce développeur. Donc, je vais plutôt lui dire, je trouve que la partie performance de ton code peut être améliorée. Si tu le souhaites, je peux t'aider. Vous voyez un peu la différence? Comment on pourrait le décoder? Une des possibilités. OK, elle semble vouloir bosser avec moi, ça me ferait une occasion de m'améliorer. Et en plus, je suis débutant, donc c'est normal que je ne sache pas faire. Chouette, je vais apprendre un truc. OK, qu'est-ce qu'on a fait là comme effort de communication? On a utilisé des trucs que je vous conseille de creuser pour vous. La communication non violente, l'analyse transactionnelle et l'art de donner du feedback. Si vous faites un minimum d'efforts, et oui, c'est un effort, je le reconnais, vous arriverez à avoir un impact positif sur le collectif en termes de communication, et ça vous ouvrira des portes, mais juste incroyables. En tout cas, moi, 95% des solutions, des accompagnements que je fais des équipes, c'est par ça. Donc maintenant qu'on a vu comment communiquer, quand communiquer? Tout le temps. Vos agendas Outlook, ils ressemblent à quoi?
Il y a un petit peu de réunions par-ci, par-là. Beaucoup trop, ouais. Je suis d'accord. Le nombre de réunions où on a des tonnes de récepteurs, mais justement trop de récepteurs, et donc mon message, il n'a pas forcément d'impact, il n'atteint pas forcément son objectif. Ou à l'inverse, les réunions où il n'y a pas le bon récepteur, bah c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, sans récepteur, votre message, il ne va pas avoir d'impact positif. Ce que je vais vous donner là, c'est une liste que moi j'utilise assez facilement pour juste réaligner les gens. Vous en connaissez déjà peut-être, même sûrement. Mais en tout cas, c'est une occasion de se redonner de l'information, mais efficacement, pas pour une de réunions supplémentaires. La première façon, c'est les ateliers Tres Amigos. Donc, un représentant du métier, business analyst, product owner, qui va formuler le besoin, un représentant technique qui va devoir apporter une solution technique au besoin, et un testeur ou un QA qui, lui, va vérifier l'adéquation entre ça, avant même de coder. Donc, on s'aligne avant de prendre le risque de se désaligner. C'est ultra efficace, c'est dans ces moments-là où la plupart du temps, on écrit les tests d'acceptance, les cas passants, les non passants, et on se donne en fait les règles du jeu dès le départ. Et du coup, ça nous fait gagner un temps fou par la suite. Les délits. Oui, mais les délits, c'est trop long. Eh bien, raccourcissez-les. Ce que vous avez fait la veille et ce que vous faites aujourd'hui, c'est du micromanagement. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les points de blocage et les points de déblocage. Un point de blocage, c'est quoi? C'est je ne sais pas faire. OK, on va travailler là-dessus. Ou c'est je dépends de la compétence de quelqu'un d'extérieur à l'équipe, et donc j'ai besoin de sa disponibilité. Ou encore, ma fonctionnalité a un prérequis, et c'est ta fonctionnalité à toi. Tant qu'elle n'est pas finie, je ne peux pas commencer. Un point de déblocage, c'est quoi? C'est j'ai la réponse à ta question. Je peux y répondre en 2 secondes, et ça intéresse tout le monde en délit? On répond tout de suite. Ça prend du temps et ça n'intéresse pas tout le monde, on voit par la suite. À 15, un délit, c'est 10 minutes. Et on est là pour s'aligner. Le peer ou le mob programming. Alors ça, ce n'est pas une occasion, c'est plutôt un mode collaboratif. On ne galère plus tout seul derrière un PC, on galère à plusieurs. Alors soit 2 pour le peer programming, soit à plusieurs pour le mob programming. Et avec un seul écran, un seul clavier, on va venir en permanence se challenger pour répondre à une problématique. Et c'est un alignement permanent. Alors, on ne fait pas 8 heures de mob programming par jour. C'est très énergivore. D'ailleurs, si ça vous intéresse, suivez la production de Woody's Hull qui est très fournie sur le sujet. Mais par contre, ça permet, en rôle tournant, d'apprendre, de transmettre, de s'aligner, d'évoquer nos points de désaccord. Bref, c'est la communication extrême que je vous conseille si vous avez l'occasion d'essayer. L'event storming, ça c'est un atelier. Et c'est un atelier très puissant qui a été proposé par Alberto Brandolini, qui est un fan de Domain Driven Development, et qui vise à rassembler toutes les personnes concernées par un produit, par un événement, par un process, et de les laisser sur un grand mur avec des feuilles blanches, idéationner sur les événements qui ponctuent la vie de ce produit, sur les déclencheurs, sur les données qui sont utilisées, sur les rôles. Et ça permet de découvrir le point de vue de tout le monde et se rendre compte qu'il y a grave des désalignements et qu'il faut se réaligner. Donc c'est super puissant. Un autre atelier que je vous conseille, je vais essayer de faire très court parce que c'est un peu mon dada en ce moment, c'est le Value Stream Mapping qui, quand j'arrive dans une mission, permet, moi, de m'aligner en découvrant les choses. Les équipes qui sont à fond, qui ne veulent pas perdre 1 heure à faire un Value Stream Mapping, qui me disent « Mais Fanny, on le connaît par cœur, le process, ça fait 5 ans qu'on est tous là. T'es gentille, mais... » ok, je fais ma blonde ou ma rose. Et je leur dis « Ok, expliquez-moi. Depuis la demande jusqu'à la livraison production, c'est quoi toutes les étapes par lesquelles passe le produit? On y va. Qu'est-ce qu'on fait dans chacune de ces étapes? Qui le fait? Comment on passe d'une étape à l'autre? Et surtout, quel temps on apporte à faire de la valeur pour le produit versus quel temps le produit n'a pas de valeur. » Et on vient zoomer sur les améliorations à faire. Et la plupart du temps, « Ah bon, tu fais comme ça depuis 5 ans, toi ?» Mais c'est pas du tout comme ça qu'on s'était mis d'accord. Donc ça nous sert à visualiser les choses et à s'aligner. On a aussi l'Ubiquitous Language. Ça, c'est pas un moment, c'est plutôt un outil qu'on utilise d'ailleurs dans l'atelier des Tres Amigos. C'est se mettre d'accord sur un vocabulaire commun. Bougez plus.
sur un vocabulaire commun entre le business et les tech. Ce qui fait que même dans votre code, les noms des fonctions, les noms des classes, les noms des variables ont une signification du métier, ce qui fait que si on est désaligné à un moment donné, on met tout le monde à côté et on se dit, bah oui, mais là, tu n'as pas compris le sens métier de ce truc-là. C'est beaucoup plus facile après de se réaligner. Demandez du feedback partout, tout le temps. Après un atelier, après une formation, après un entretien, une qualification, c'est très important de demander du feedback. Et c'est très facile. Après, en donner, ça demande aussi un effort particulier. Il faut apprendre à le faire. Mais ça, et je vous en demanderai d'ailleurs en sortant, c'est un truc qui est assez utile pour vous, rappelez-vous, la communication. Vous assurez que vous avez bien transmis votre message et vous rassurez-vous que le message a été transmis de la bonne façon, en tout cas que vous avez bien agi. La machine à café, super technique. Vous enlevez la petite opercule de professionnel et de politiquement correct pour poser vos questions, pour être aligné, et puis pour demander de l'info peut-être à des gens qui ne sont pas dans votre équipe habituellement. C'est super précieux. Ne buvez pas trop de café. Généralement, il y a du potage aussi dans ces machines-là. Ça peut suffire. Et la dernière occasion que je vais vous proposer, alors du coup, c'est un truc que j'ai écrit juste pour Volcamp, donc je n'ai pas eu le temps de le breveter. Je vous demanderai de ne pas prendre de photos, s'il vous plaît, et que ça reste entre nous. C'est de lever la tête et de vous parler. Vous avez déjà testé ça? C'est assez génial. Lundi, je vous conseille de le faire. C'est de ne pas rester de votre côté avec une zone de flou que vous n'arrivez pas à résoudre avec votre ami Google. C'est ne pas rester frustré parce que vous n'êtes pas d'accord avec la solution technique qui a été choisie. Non, levez la tête, faites part de ça. Même en remote, normalement vous avez des conversations en visio possibles. Faites part de ça, c'est très important. Si vous ne le faites pas maintenant, ça va ressurgir à un moment donné et ça va péter. Alignez-vous, communiquez un maximum au fil de l'eau. Vous pouvez prendre des photos. Ok. Dernière petite anecdote sur la communication. Quand j'étais plus jeune, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'étais abonnée à Sciences et Vie Junior et il y avait une expérience qui m'avait vraiment marquée, choquée. J'espère que ça ne se referait plus aujourd'hui. Les scientifiques avaient réparti 3 groupes de singes. Le premier groupe de singes était alimenté par des soigneurs très, très prévenants, très gentils, qui jouaient avec eux, ça se passait bien. Le deuxième groupe de singes était nourri par des soigneurs, mais de manière un petit peu moins sympa. Et le troisième groupe de singes était nourri mécaniquement, automatiquement par des machines. Et au bout d'un certain temps, les observateurs ont pu voir qu'un des groupes des singes se laissait mourir de faim. D'après vous, lequel? Le dernier, par la machine. Et la morale était, nous, êtres vivants, on préfère avoir de mauvaises relations plutôt que pas de relations du tout. Et je le vois quand j'interviens dans l'émission, c'est beaucoup plus facile pour moi de recréer une communication sereine entre 2 équipes qui se pourrissent, plutôt que de reconstruire de zéro une communication, là où volontairement ça a été cassé et où on ne se parle plus. Ma morale à moi, ça ne va pas être ça. Parlez-vous bien, s'il vous plaît, quand même. Mais en tout cas, on a besoin de communication dans du collaboratif et on ne peut pas y couper. Ok, on va apprendre à bien prendre le temps de communiquer, mais de parler de quoi, du coup? Je vous l'ai promis. Ah, puis en plus, il est allé trop vite. De vous. On va parler de vous. Vous aimez bien parler de vous? Mais j'ai juste pas envie de parler de mes secrets, moi, en entreprise. C'est quoi cette idée folle? Non, je ne vais pas vous demander ça. Je vais juste vous faire comprendre que la plupart du temps, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que les gens ne parlent pas assez de leur contexte. Pourquoi? Parce que l'entreprise, c'est un environnement complexe dans lequel on résout des problématiques complexes. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps sur Internet où un ingénieur, lors de sa remise de diplôme, son prof lui a dit écoute, tu es un ingénieur, donc je te souhaite plein de problèmes dans la vie, parce que c'est ça ton taf, c'est de résoudre des problèmes, et des problèmes complexes. Qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce que ça vous parle, ça? Cinéphile en français, Cunévine en gallois,
Ok. C'est Dave Snowden, à la fin des années 90, qui a mis en place cet outil d'aide à la décision chez IBM et qui, en fait, a réparti les environnements de problématiques possibles en obvious, clair, simple, évident, compliqué, complexe, chaotique, et au milieu, on a même carrément le désordre. Transposer à nous nos domaines, c'est quoi? C'est quand on a un élément de 1 qu'on récupère de je ne sais pas quel métier, qu'on doit transformer dans notre code, en fait, la règle de gestion, elle est connue, maîtrisée, c'est toujours la même. Pour cet élément de A, on va affecter B. OK. Il y aura quand même un petit test à faire, mais c'est plutôt simple. Le compliqué, c'est quand j'ai A, je sais qu'il faut que je applique une fonction, ou quelques centaines de lignes de code, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai A, je devrais avoir un résultat qui est fonction de A. C'est connu, c'est maîtrisé, mais c'est compliqué. Et c'est là où la batterie de test est nécessaire. C'est là où l'alignement avec votre demandeur est nécessaire. Les feedbacks aussi. Le complexe, et ça, tous les gens qui travaillent en itératif, vous êtes là, c'est j'ai un élément de A, mais je ne sais pas encore comment je vais le transformer pour que ça donne un autre résultat. C'est-à-dire que la fonction que je vais appliquer, je ne la connais pas encore, il va falloir que je la découvre petit à petit, de manière itérative. Et là, pour tous ceux qui font du Scrum, on est clairement là. Ce qui fait que petit à petit, on va s'aligner avec notre demandeur, on va lui proposer des choses, on va découvrir la fonction qu'on va appliquer et on reviendra dans le domaine du compliqué. N'empêche que notre problématique de départ, c'est complexe. Et le chaotique, je laisse ça aux chercheurs, aux quantiques, il n'y a pas de règles, enfin c'est flou, c'est compliqué. Il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi pour en parler. Du coup, si on fait du complexe, qu'est-ce qu'on est, nous, en tant que développeurs? Vous vous sentez où, là? Vous? Simple? Non, je ne vous croirais pas. Compliqué? Ma sœur me disait souvent que j'étais compliquée. Mais non, en fait, on est plutôt soit complexe, soit même carrément chaotique quand il y a des émotions qui s'en mêlent. Donc mon message, c'est, si l'entreprise vous oublie en tant qu'être complexe dans une décision, le choix d'un outil, le choix d'un process, le choix d'un nouveau petit collègue dans votre équipe, c'est oublier une grosse partie de l'équation. Donc c'est là qu'il va falloir que vous parliez de vous, vos appétences, vos réticences, ce que vous aimez faire, de comment vous aimez le faire, de qu'est-ce que vous pensez être la bonne idée pour une décision d'architecture. On a tous et toutes reconnu le temple de Delphes, enfin ce qu'il en reste. Donc c'était le temple où on honorait Apollon à l'époque. C'est surtout là où il y avait une maxime qui disait, donc c'est très 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 ancien, connais-toi toi-même. Je ne vous demande pas d'être égoïste et de vous regarder le petit nombril, mais plutôt d'appliquer ça pour, et c'est une phrase qui a été longtemps utilisée, on ne sait juste pas la sourcer, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Il ne nous reste que quelques minutes, donc je ne vais pas avoir la prétention de vous faire découvrir l'univers. Mais en tout cas, je vais vous conseiller de connaissez-vous vous-même pour connaître votre équipe et comment elle fonctionne. Comment ça va se passer. Les développeurs, qu'est-ce que vous faites quand on vous pose la question et qu'on ne s'y connaît pas en informatique? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai bon? En tout cas, moi, c'est ça que je réponds. Bon, mais en fait, on ne fait pas que ça. Déjà, on essaye de comprendre le besoin quand il est formulé. Des fois, il n'est même pas écrit. Des fois, c'est 3 lignes quelque part. On le relit quelques fois pour être sûr de bien le comprendre. On pose plein de questions, tout ça. On propose une solution qui nous paraît adéquate. On fait des dessins, des maquettes, des machins. Ensuite seulement, on développe. On teste. Parce que tester n'est pas douter. Tester, c'est savoir qu'il va y avoir des choses qui vont arriver. Et on fait bien, parce que du coup, on corrige. On a bien fait. On est vraiment bon. On reteste. Et ensuite, on package. Parce que ça va nous permettre de faire quoi? De livrer nous-mêmes en tant que développeurs en prod. Non, c'est beaucoup trop dangereux de laisser des développeurs livrer en production, voyons. Donc, hélas, 90% de ma vie, je dois déposer le package quelque part pour que quelqu'un d'autre vienne le chercher livré en prod. On s'arrête là? Non. C'est reparti pour un tour. Donc ça, c'était une réponse que vous pouviez expliquer plus ou moins à quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique. Maintenant, moi, je connais l'informatique et je vous dis, OK, sur quel stack technique vous travaillez? Et là, c'est le drame. Entre les OS qu'il faut connaître,
entre les outils de conception qu'il faut maîtriser, les langages, les versions de langage, les migrations de langage, Java 11, Java 17, il y en a qui ont essayé? Ok. Tout ce qui est calimétrie, les outils de test, les plateformes, les pipelines. Et puis après, ok, on livre en prod, mais est-ce qu'on active? Est-ce qu'on désactive? Et il n'y a pas tout parce qu'il fallait que ça tienne. Et puis parce qu'au bout de 8000 icônes, j'en avais un peu marre. C'est tout? Non? Vous devez savoir travailler aussi en cycle en V, en waterfall, en scrum, en kanban, en fast, en S, en Lexus. Safe, j'ai pas trouvé d'icône, donc j'ai mis ça. Après, vous êtes des fois des débutants sur certains trucs. Vous allez explorer, poser plein de questions. D'autres fois, vous allez être contributeur actif. Pour d'autres choses, vous allez approcher de l'expertise. On n'est jamais expert. Et puis pour d'autres, vous allez avoir cet œil aguerri de pouvoir être auditeur quelque part où vous n'avez pas vraiment travaillé, mais que vous avez suffisamment le recul pour le faire. Mais tout ça en parallèle sur des trucs différents. Intéressez-vous à tout ce qui est profil, T-shape, V-shape, E-shape, c'est super intéressant. C'est tout? Non, parce qu'il faut que vous sachiez être autonome, mais en même temps, travailler en mode collaboratif. Être isolé en remote, mais en même temps, faire du mob programming, peer programming. Et puis, il faut que vous sachiez aussi parler à votre métier, donc tout ce qui est financier, assurance, transport, énergie, aéronautique, pharmaceutique, et ce ne sont que des exemples pour tous ceux qui sont en mission à gauche, à droite. Il faut être au rendez-vous. Et puis, il faut parler aussi sécurité, RGPD, accessibilité, infra, réseau, et j'en passe, et des meilleurs. Sont bien vos journées? Vous comprenez pourquoi je vous admire? Et pourquoi j'adore vous accompagner? Et puis là, on a parlé de la partie professionnelle. Parce que vous savez très bien laisser votre perso chez vous en claquant la porte de l'entreprise. Ça, vous savez? Ben non. Des fois, on a besoin d'un deuxième café avant la délit. Des fois, entre 11h45 et midi, on va devoir passer un coup de fil personnel. Et puis à l'inverse, parce qu'on n'est pas tous pareils, il y en a qui ont besoin de foncer et de se blinder de travail. On n'est pas tous égaux. Donc si vous êtes ça, peut-être que le petit copain d'à côté, dans la même équipe, ou dans l'équipe d'à côté, celui à qui vous avez fait un ticket il y a 8 jours, et que vous avez déjà relancé 5 fois de manière automatique via Jira, peut-être que lui aussi il est ça en fait. Donc si vous prenez le temps d'aller lui parler de votre contexte, de pourquoi vous l'avez sollicité, de voilà, où est-ce que vous en êtes dans le projet, pourquoi maintenant, pourquoi de cette façon. Vous passez la tête dans son bureau ou pareil sous un outil de visio quelconque, vous allez lui expliquer. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Action-réaction dans la communication, vous aurez un retour. Ah oui, tu m'as envoyé un ticket mais je ne l'ai pas vu du tout. Attends, je vais regarder. Ok, 150 000 tickets. Ah ok, c'est celui-là. Bah oui, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. C'est pas parce que je ne voulais pas te répondre. Bon, ça prend 5 secondes, je te le fais tout de suite. Ok, c'est de l'information. Vous avez déclenché quelque chose. Ou ça peut être, ah oui, je l'ai vu, mais ça fait 3 jours que je galère, Google est mon ami. Stack Overflow, plus trop, ChatGPT. Mais je galère vraiment. Réexplique-moi vraiment ton besoin pour que je puisse déclencher le truc, parce que je travaille vraiment sur ton truc. Donc ça ne servait à rien de me relancer automatiquement via Jira. Ou alors, écoute, ton truc, je l'ai déjà planifié, mais j'ai des choses à faire avant, ça me prendra 1 semaine. Ok, 1 semaine, c'est parfait, il me le faut dans 2. J'arrête de t'embêter. Qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez créé un lien, vous aurez communiqué. Et principe d'exemplarité, parce que vous aurez pris le temps de parler de vous, et la personne en face prendra aussi le temps de parler d'elle. Et il y aura un truc. Je ne dis pas que ça sauve la vie des gens, mais ça peut sauver un projet. Donc pensez-y, parlez, échangez, discutez, ne soyez pas d'accord, c'est très bien de ne pas être d'accord. Soyez-le de manière constructive, créez du lien, faites des feedbacks, c'est très riche. Parlez de vos appétences, de vos réticences, c'est très important pour savoir qu'est-ce qu'on pourra vous donner ou pas. Mais surtout, prenez le temps de parler de vous, encore plus aujourd'hui à Volcamp. Merci beaucoup.
des remarques aussi, des feedbacks constructifs. Il y a plein de choses où je pourrais en parler des heures, donc n'hésitez pas à me choper dehors et on parle.